Dominique Strauss-Kahn, bonsoir. Bonsoir. Avant d'en venir au dossier judiciaire, peut-être une ou deux questions personnelles. Maintenant que vous voyez un peu la fin du tunnel, ou en tout cas le début de la fin du tunnel, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez perdu ou laissé de vous-même? C'est dur. Honnêtement, c'est dur. Je ne veux pas avoir l'air de me plaindre. Beaucoup d'hommes ou de femmes ont subi des épreuves de même nature, parfois beaucoup plus difficiles. Mais lorsqu'on a le sentiment qu'on est innocent, qu'on n'a rien fait, qu'on a fait les choses comme il fallait les faire, on a l'impression que c'est un peu long et qu'on se bat un peu contre un mur avec l'impression qu'on n'arrive pas à faire valoir son bon droit, qu'on vous écoute pas. Alors, finalement, au bout du compte, je m'aperçois que c'est pas le cas. Donc, j'ai envie de dire que vous n'êtes pas blanchi dans toutes les affaires. Non, on ne va pas parler de toutes les affaires. La MNEF reste il restera un la dossier. MNEF, il restera. Elf, on ne sait pas encore. Non. Mais en tout cas, dans cette affaire précise... Le dossier Elf, j'ai bon espoir qu'il se solde pendant l'été correctement. C'est ce qu'on m'a laissé entendre. Et puis la MNEF sera jugée en octobre. Je suis serein là-dessus aussi. Mais sur cette affaire-là, qui était quand même très, très dure, parce que bon, être accusé de corruption, de concussion, c'est quand même lourd. Bon, le fait que les deux plus hauts magistrats du parquet, le procureur général auprès de la Cour d'appel, M. Nadal, le procureur général auprès de la Cour de cassation, M. Burgelin, aient le courage de dire finalement on a regardé et il n'y a rien, arrêtons cette histoire. D'abord, ça montre qu'ils ont effectivement du courage, et puis par ailleurs, ça fait chaud au cœur. Est-ce que si c'était à refaire, que referiez-vous de la même façon, mais surtout que ne referiez-vous pas? Alors, dans ce dossier précis. Je crois que bon, j'ai beaucoup de défauts comme tout le monde, mais j'en ai un qui est d'avoir trop tendance à pas me concentrer sur les détails, à faire confiance aux gens, à mépriser les questions secondaires, à m'intéresser à ce qui est central dans une affaire. Et puis on s'aperçoit que les questions secondaires, elles peuvent être très importantes, et que si on n'a pas réglé exactement tous les détails, finalement ça peut vous rattraper à la fin. Et ça a des conséquences. Il faut apprendre, surtout dans les responsabilités que j'ai pu exercer. Mais alors, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes victime, si je vous comprends bien, victime de vous-même, d'une forme d'insouciance. Je ne me présente pas du tout comme une victime. Je crois que j'ai été imprudent. Imprudent. Et que, justement, c'est cher payé pour apprendre, mais enfin au moins que ça serve à apprendre. Alors par exemple, sur l'imprudence, est-ce qu'il était bien nécessaire de recevoir Maître Bello, qui était quand même un ancien collaborateur, à un moment où lui-même s'occupait du dossier fiscal de M. Lagarfeld? Est-ce que ce n'était pas un risque inutile que vous ne reprendriez pas aujourd'hui? Non, je ne l'avais pas vu comme ça, Patrick Schoenberg. Voyez-vous, d'abord, j'ai reçu beaucoup d'avocats avec leurs clients, et beaucoup de ces avocats, je les connais, comme je connais les clients. Vous savez, la France est un pays qui n'est pas avec des centaines de millions d'habitants, donc quand on a déjà exercé des responsabilités, j'avais déjà été ministre, j'avais déjà eu des responsabilités politiques, on en a déjà croisé beaucoup. Et donc si le ministre des Finances, chaque fois qu'il doit recevoir un avocat, par exemple, avec son client sur un sujet ou sur un autre, qui le concerne ou qui concerne son entreprise, devait dire « Ah mais vous, je vous ai déjà rencontré, alors je ne veux pas vous voir », il ne pourrait pas exercer son activité. Bon, là où j'ai sans doute pas été suffisamment prudent, en effet, c'est que quand M. Bello m'a tendu cette cassette, cette fameuse cassette, en me disant ça va vous intéresser, j'aurais pas dû la prendre, j'aurais dû tout de suite avoir le réflexe de dire non, je veux pas voir de quoi il s'agit. Ou de la remettre à la justice. J'aurais pas dû la prendre, je pense que c'était plus sûr, car si je l'avais prise et si je l'avais remis à la justice, si je l'avais regardée, et à ce moment-là, si je l'avais remise à la justice, ça aurait fait un tel scandale politique que le ministre des Finances remette à la justice une cassette qui comprenait quelque chose qui concernait le président de la République. Est-ce que ça n'était pas un devoir de citoyen? Ça se discute, c'est sans doute un devoir, en tout cas c'est la loi, que de remettre quelque chose lorsqu'on en a pris connaissance. En plus, de toute façon, je ne l'ai pas fait, mais si ça avait été le cas... Est-ce que vous avez refait dans votre tête, remonter le temps en vous disant, oui, si j'étais la minute d'avant... J'ai remonté un peu le temps, mais vous savez, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qui comptait pour moi dans cette affaire, principalement, c'était que le dossier de M. Lagarfeld avait été traité par les services des impôts. Ça faisait 20 ans que ça durait, cette histoire. Et moi, j'avais donné les instructions pour qu'on trouve une solution. Mais la solution a été proposée par le service des impôts. Tous les fonctionnaires des impôts sont venus témoigner pour dire que ça a été le cas. Ça a été traité correctement, justement. Et il y a un point que je voudrais corriger. C'est qu'il n'y a pas eu de cadeau fiscal, comme je l'entends parfois. Il y a eu simplement le calcul juste des impôts que devait M. Lagarfeld. Il y a une question qui m'intrigue, moi, depuis le début. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'avoir démissionné trop vite? Et est-ce qu'au fond, vous n'avez pas fait la mauvaise stratégie? Non. Je sais que beaucoup de mes amis ou de mes concitoyens pensent cela. Ça n'est pas mon avis. Un ministre est en charge de responsabilités considérables, notamment le ministre des Finances. Lorsqu'il est accusé de quelque chose, il doit d'abord s'en laver. Ce que je pensais, c'est que ça ne durerait pas longtemps. Et là, on touche à un grand problème qui ne me concerne pas uniquement, qui est celui de la longueur des procédures judiciaires. Je pensais qu'en 2-3 mois, puisque moi je savais que ce travail avait été fait, donc je pensais qu'en 2-3 mois, l'affaire serait réglée. Et je considérais que on fait partie d'une équipe, d'un gouvernement, celui de Lionel Jospin, auquel j'ai donné beaucoup. Est-ce qu'il ne vous a pas lâché un peu vite à cette époque? Non, le Premier ministre ne voulait pas que je démissionne.
Et moi, j'ai pensé que le gouvernement allait être attaqué tous les jours par l'opposition, qu'à l'Assemblée, tous les jours, il y aurait des questions, des critiques, et que mon rôle n'était pas de mettre Lionel Jospin et le gouvernement en difficulté. Et donc, il valait mieux que je me retire, je règle mes affaires, et une fois qu'elles seraient réglées, on verrait bien. Ce que j'avais pas anticipé, c'est que ça durerait si longtemps. Bernard Pivot sera à votre place dans quelques instants, notre invité. Vous savez que ce soir, c'est sa dernière émission. Vous avez envie de lui dire un mot, un commentaire? L'admiration. Formidable. Quel formidable homme de télévision. Bon, ma génération, les plus jeunes peut-être s'en souviennent moins, mais on t'a appris presque à lire avec Pivot. On t'a appris ce que c'était qu'un livre, l'amour de la lecture, puis en plus, une extraordinaire présence à la télévision. Non, je veux, par votre intermédiaire et quelques minutes avant qu'il apparaisse, juste le saluer. Merci Dominique Strauss-Kahn d'avoir répondu à nos questions. En attendant, Bernard Pivot, nous poursuivons cette édition avec au chapitre judiciaire la décision du Conseil supérieur de la magistrature qui a épargné au doyen des juges d'instruction de Nice, Jean-Paul Renard, la suspension temporaire. Le magistrat était soupçonné d'avoir consulté le fichier du casier judiciaire pour informer sa loge maçonnique. Enfin, cette décision attendue de la Cour de cassation qui considère que le fœtus n'est pas une personne. À ce titre, il ne peut y avoir d'homicide involontaire. Décision suivant à un accident provoqué par un chauffard au cours duquel une automobiliste enceinte de 6 mois avait fait une fausse couche.